C'est un travail journalistique, une enquête minutieuse. Delphine de Vigan interviewe sa famille, elle veut tout savoir de Lucie, sa mère. Parce que Lucie, bipolaire, s'est suicidée, laissant derrière elle tant de questions et si peu de réponses. Dans son roman Rien ne s'oppose à la nuit, l'autrice va fouiller, chercher, gratter les non-dits pour enfin découvrir le lourd passé familial. C'est cette même volonté qui s'empare de Rose quand sa mère se donne la mort. Un besoin de tout connaître qui la pousse à questionner la vie de celle qui avait toujours été là pour elle. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 322, un témoignage recueilli par Zoé Neubois. J'ai 23 ans, je viens d'avoir mon diplôme de psychologue clinicienne et je vis un peu entre chez mes parents et chez mon amoureux. Je sais pas trop ce que je veux faire, si je veux faire une année sabbatique, commencer à travailler, faire un doctorat après. Enfin voilà, je suis un peu dans la partie où je me pose après 2 années qui ont été un peu éprouvantes. Je suis rentrée chez mes parents et donc là, c'est le matin, je me réveille et ma maman n'est pas là. Sa voiture est là, mais elle est pas là et on comprend pas trop, pourquoi, mais on se dit qu'elle est allée marcher. C'est quelque chose qu'elle fait souvent, d'aller marcher pour se changer, les idées. Je passe un début de journée un peu normal où, voilà, je vois mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi et qui vit avec moi, chez mes parents et mon père. Et avec mon père, voilà, on passe un samedi après-midi assez normal où on va faire des courses et quand on est dans la voiture, donc sur le chemin du retour, un numéro, inconnu appelle et j'ai tout de suite eu une boule au ventre. Le numéro rappelle une seconde fois et je dis à mon père de décrocher. Un gendarme qui nous dit de rentrer immédiatement, à la maison, qu'il a pas le droit de nous en dire plus au téléphone. Je me fais bien évidemment, 1000 films dans ma tête et quand on rentre, il y a donc, le maire de notre village ainsi que 2 gendarmes qui sont présents et qui, nous séparent. Moi, je parle avec la gendarme féminine qui, en fait, me dit pas grand-chose à part que ma maman a fait une tentative de suicide, qu'elle a été retrouvée dans la forêt et qu'elle a été, emmenée, à l'hôpital, en urgence. Je suis encore, bien évidemment sous le choc, mais je pense que tout ira bien, qu'elle va être en hôpital psychiatrique pendant un moment, et quand je retrouve mon père et il me dit en gros qu'il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte, qu'elle va mourir, qu'elle est en réanimation. On est tous les 2 sous le choc et on sait pas quoi faire. Enfin, on n'arrive pas à comprendre que c'est réellement en train de nous arriver. Et il y a mon petit frère qui, travaille comme job étudiant, à la déchetterie du village. Il est censé rentrer dans une demi-heure et on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le chercher là-bas, pour lui annoncer là-bas?» Et je crois que c'est moi qui prends la décision d'attendre, qu'il rentre, de lui laisser en fait cette demi-heure de répit parce que, on n'est pas à une demi-heure près, enfin voilà. Et en fait quand il rentre, on est tous les 2 sur le canapé, mon père et moi à l'attendre et quand on lui dit, il nous croit pas. Il a une sorte de rire nerveux où il a l'impression qu'on lui fait une très mauvaise blague et nous non plus, on n'y croit pas non plus, donc c'est un peu difficile de transmettre une information que nous-mêmes on n'a pas digérée, en fait. On part assez vite, pour l'hôpital où, elle est entrée à l'hôpital sous X parce qu'elle avait pas sa carte d'identité sur elle. Enfin, on doit aussi faire beaucoup de choses un peu administratives, remplir des papiers, et par contre, on est très bien accueillis par, l'équipe du service de réanimation qui prennent vraiment le temps de tout nous expliquer, de nous dire dans quel état elle va être, et qui, dès le début, nous disent qu'il y a très peu d'espoir qu'elle s'en sorte. C'est très dur à entendre et en même temps, c'est très honnête et ça nous permet de pas se faire de faux espoirs. On est accompagnés,
vers la chambre où ma mère est, dans le coma. C'est horrible de la voir comme ça, elle se ressemble pas. Enfin, c'est pas du tout comme dans les films où on a l'impression que la personne dort, là, on voit qu'elle est très mal. Dans les premiers jours et surtout le premier jour, avec, mon père et mon frère, on appelait ça être en mode robot parce qu'il y a un état où, en fait, j'ai pas accès à mes émotions. Je suis tellement en état de choc que, je suis dans un état d'anxiété sans fin. Un jour, on lui apporte, des roses de son jardin. J'entends une discussion entre plusieurs personnes qui travaillent dans le service de réanimation, entre une personne qui dit, «Mais c'est interdit» et l'autre qui dit, «Laisse-les, quoi». Même si moi, je comprends pas encore la gravité de ce que je suis en train de vivre, je le vois un peu dans la manière des gens de se comporter, avec moi et d'être dans le soin. On est en train de commencer à faire le deuil d'une personne qui n'est pas encore décédée et ça a un côté, absurde. Du coup, on continue d'aller la voir et tous les jours, elle se ressemble un petit peu moins. La journée des obsèques arrive, c'est très dur et en même temps, on est très entourés donc ça se passe le mieux possible. J'écris un texte, dans lequel je parle de ma mère et pas que de sa mort. En fait, j'ai très peur que ça soit que ça qui la définisse et qu'elle n'existe plus en tant que personne. À la fin de la journée, je suis très fière de moi parce que j'ai rendu un hommage, un très bel hommage et même si je suis encore, sous le choc et j'ai du mal à avoir, accès à mes émotions et je comprends pas encore réellement tout ce qui se passe, je sais que, j'ai fait la meilleure chose possible et je sais que ça m'apportera de la paix, dans le futur. Après tout ça, je me sens épuisée. Je comprends toujours pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Elle est partie le matin en croisant seulement mon petit frère, à qui elle a dit, qu'elle l'aimait très fort et lui, il le raconte qu'il l'a trouvé bizarre ce matin-là, mais pas bizarre au point de s'inquiéter, quoi. Il y a eu aucun signe, précurseur. Ma mère n'a jamais eu de symptômes ou de diagnostic de quelconque trouble psychiatrique. Elle a jamais, fait de dépression, elle a jamais parlé d'idées suicidaires, à qui que ce soit. On fouille la maison entière et on ne trouve, aucun mot, aucune lettre, aucune explication. Rien ne nous est adressé nulle part. Je suis tellement stupéfaite que je ressens pas grand-chose face à ça parce que, rien n'a de sens. Je me sens bloquée. C'est super dur de continuer à vivre, de se lever le matin, de manger un petit déjeuner, de faire un peu les choses, normales parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de sens de vivre sans ma mère. Ma mère, c'était vraiment ma personne préférée au monde et une des personnes de qui j'étais, les plus proches et on avait vraiment une relation, très intime, très fusionnelle, très différente de la relation que j'ai pu et que je peux avoir avec, mon père et mon frère où même si on est très proches, on a un lien qui est moins fort, moins fusionnel. Avec ma maman, on se parlait beaucoup, c'était autant pour elle que pour moi une relation, privilégiée, on va dire, qui ressemblait pas aux autres relations dans nos vies, en fait, tout simplement. Il y avait un truc dans notre relation qu'il y a nulle part ailleurs dans mes autres relations et nulle part ailleurs dans ses autres relations, à elle. On avait beaucoup de centres d'intérêt en commun, mais je pense que c'était pas ça qui faisait notre lien. C'était vraiment, les personnes qu'on était et je serais pas la personne que je suis si j'avais pas été élevée par elle. Ça se voyait qu'on avait été la même personne à un moment dans notre vie, dans le sens où on n'était pas exactement 2 personnes différentes. On était un peu l'extension l'une de l'autre, tout en étant 2 personnes, bien distinctes, voilà, avec des vies, des âges, des quotidiens très différents. Par exemple, ma maman, c'est quelqu'un à qui j'ai jamais été capable de mentir. Rien que entendre sa voix au téléphone, ça me faisait complètement craquer parce que je pouvais pas être autre chose
que moi-même face à elle. Moi, assez jeune, quand j'ai eu, 14 ans, j'ai eu pour la première fois des idées suicidaires. C'était quelque chose qui était immense et qui me dépassait totalement parce que, bah, j'étais une enfant. J'avais beaucoup besoin de mes parents à cette période-là et ils se sont beaucoup occupés de moi l'un et l'autre. Même si, à l'époque, elle me disait qu'elle comprenait pas profondément ce que je ressentais, mais elle faisait beaucoup plus d'efforts de compréhension. Elle m'aidait beaucoup, elle était très présente. C'était quelque chose qui n'était pas tabou dans notre famille, hem, que, moi je ressentais ces choses-là, quoi. En fait, le fait que moi, j'ai vécu ces choses-là, donc entre la première fois et maintenant, au moment du décès de ma mère, ça faisait quand même une dizaine d'années que je vivais avec ces choses-là, que j'avais, eu différentes prises en charge, eu différents traitements, eu différentes périodes où ça allait mieux, où ça allait moins bien et cetera. C'était quelque chose qui a toujours été un sujet, c'était pas, dans le passé, c'était encore d'actualité, ça arrivait encore parfois, je lui en parlais encore et cetera et du coup, c'était encore plus incompréhensible qu'elle, elle en ait pas parlé parce que justement, il y avait cet espace qui était ouvert et si elle m'en avait parlé, j'aurais compris. J'aurais été démunie, bien évidemment. Mais le fait que moi, je vivais avec ça depuis des années et que j'étais jamais passée à l'acte et qu'elle, bah, on sait pas depuis combien de temps elle vivait avec ça, mais en tout cas qu'elle en ait jamais parlé et qu'elle soit passée à l'acte direct, c'est quelque chose qui me met en colère parce que, je le comprends pas et je le vois comme si elle a pas essayé suffisamment fort de s'en sortir. Face à cette incompréhension, ça me paraît tellement sorti de nulle part que, on cherche des réponses, on cherche des explications là où on n'en a aucune et en fait, assez vite, on se rend compte que non, on n'en a pas aucune. Il y a plusieurs choses qui, ajoutées les unes aux autres, expliquent, en tout cas, nous permettent d'avoir, une meilleure compréhension de son geste. Pendant le confinement, ma mère a eu des révélations sur son couple et sur, sa place de femme dans sa famille. Elle s'est rendue compte qu'elle en faisait beaucoup, que c'était fatigant pour elle, ça a créé pas mal de conflits entre elle et mon père où, c'était difficile aussi pour moi parce qu'en fait, quand je rentrais chez eux, je voyais bien qu'il y avait plus de communication, du tout. Jusqu'à un point où c'était plus possible pour moi, je rentrais de moins en moins et j'ai dû, leur expliquer un peu pourquoi et j'ai l'impression que c'est un peu le moment où moi j'ai expliqué mon ressenti que ça a un peu, fait apparaître, l'éléphant, dans la pièce où, eux ils étaient dans le déni de ce qui était en train de se passer, de cette froideur en fait. Enfin moi j'ai toujours grandi dans un foyer, très chaleureux où on s'entendait très bien tous les 4, on était très soudés, tout allait bien, on était vraiment un peu la famille parfaite quoi. Et là, tout d'un coup, bah, j'étais partie depuis un peu plus d'un an. Quand je rentrais, je me sentais pas du tout chez moi, en fait. Et c'est comme ça qu'on a eu cette discussion, notamment, avec ma mère, avec mon père, ils ont décidé d'entamer, une thérapie de couple. Au moment de l'été, il y a eu des moments un peu plus positifs. Je me sentais mieux à la maison aussi. En septembre, donc un mois avant son décès, elle m'a annoncé qu'elle voulait mettre fin à la relation et moi je l'ai très mal pris parce que je voyais un peu mon enfance ou en tout cas un peu un socle, s'effondrer. Ça a créé un froid entre nous où, je la comprenais pas et elle ne me comprenait pas non plus et on n'a pas assez pris le temps d'essayer de se comprendre. En parallèle, quelques mois, avant son décès, elle a eu cet intérêt, de plus en plus grand pour, les choses, spirituelles. J'ai toujours connu ma mère croyante. Quand j'étais enfant, on allait, au catéchisme et cetera. Mais c'était jamais quelque chose qui était, très important dans sa vie. Et là, tout d'un coup, elle s'est mise à, faire de la méditation, à acheter plein de livres, sur, voilà, comment trouver ses anges, trouver, sa place dans l'univers, et c'est quelque chose que moi je comprenais pas trop.
On la trouvait souvent, en train de méditer ou alors, quand on cherchait une place de parking, elle disait: «Oui, je vais demander à l'univers une place de parking». Enfin, je prenais pas au sérieux, en tout cas, son engagement là-dedans, alors qu'en fait, elle était très sérieuse. La particularité d'un deuil dans le cadre d'un suicide, c'est qu'à la fois, il y a la perte et il y a le manque et l'absence et le fait que juste elle est plus là et qu'il faut s'y habituer et en même temps, il y a l'incompréhension, le fait que ça n'a pas de sens, qu'il y avait pas d'explication. Une de nos premières hypothèses quand on commence à chercher les raisons de son geste, c'est de se dire: «Elle s'est faite, embrigader dans une secte». Alors on cherche dans ses mails, dans ses historiques internet, et bien sûr, il y a rien et elle n'était pas dans une secte, mais on est obligé d'inventer des choses, qui tiennent pas debout, mais en fait, la réalité, elle tient pas debout non plus. Et donc je prends une position un peu de détective, ainsi que mon père et mon frère. On prend sa vie, on la regarde dans tous les sens. On fait comme un puzzle, en fait, on cherche toutes les pièces pour voir qu'est-ce qu'on a loupé, en fait. On retrouve même des journaux de quand elle était, adolescente, jeune adulte, étudiante. Dans ces journaux, je lis, différentes périodes de sa vie et notamment, la période où elle a à peu près mon âge et ça fait un peu bizarre. Je vois son quotidien de jeune femme, d'étudiante, mais je vois, aussi, le poids que sa relation avec sa mère avait déjà à cette époque. Ma mère m'a toujours raconté que c'était difficile de grandir avec ma grand-mère pour plusieurs raisons. Premièrement parce que, ma grand-mère l'a élevée quasiment seule, son père était très absent. Ils étaient divorcés mais il faisait aucun effort pour garder un lien avec sa fille et donc il y avait personne qui venait faire tiers, en fait, dans cette relation, qui était toxique. Je vois que, elle ne parle de ma grand-mère que de manière négative, que ma grand-mère, était, très, contrôlante, qu'elle ne la laissait pas, vivre sa vie, qu'elle devait toujours, mentir et c'était des choses qu'elle m'avait déjà racontées. Mais voir à quel point, c'était quotidien, ça prend une toute autre ampleur. Dans ces journaux, ma mère a, la vingtaine, elle est étudiante. Au début, elle vit encore chez sa mère. Quelque chose qu'elle raconte, notamment, c'est, qu'elle faisait semblant, de faire du babysitting, pour pouvoir aller sortir, boire un verre avec ses copines. Ma mère était fumeuse et ma grand-mère le savait pas et du coup, elle mettait ses vêtements, directement à la machine à laver en rentrant parce qu'elle savait que si elle se faisait, choper en sentant la cigarette, elle se serait fait disputer très fort. J'ai appris dans les journaux des choses que ma mère m'avait jamais racontées, comme, le fait que ma grand-mère avait fait, plusieurs tentatives de suicide quand ma mère avait, la vingtaine. Moi, j'étais au courant, d'un épisode qui avait eu lieu quand moi j'étais enfant, mais dont je ne me rappelle pas, où, ma grand-mère a visiblement décompensé ou en tout cas, a eu un délire. C'était un dimanche après-midi, on était tous les 4, donc mes parents et moi à la maison. Le téléphone sonne et c'est une cousine de ma mère qui appelle, totalement en panique, pour savoir, si tout le monde va bien et tout le monde allait bien. C'était un dimanche après-midi normal et en fait, la cousine raconte que ma grand-mère, avait, annoncé au repas de famille, du dimanche midi que mon père, avait tué, ma mère, mon frère et moi. Immédiatement, ma mère a dû, faire toutes les choses, qu'on doit faire quand on s'occupe d'une personne qui est pas capable de s'occuper d'elle-même, c'est-à-dire, bah, là, pour le coup, l'interner, et pendant tout le reste, de sa vie, ma mère s'est occupée de ma grand-mère et ma grand-mère ne l'a jamais remerciée, de quoi que ce soit. Elle considérait ma mère comme un objet, comme quelqu'un qui lui devait tout et du coup, j'ai toujours vu ma mère dans ce truc d'ambivalence où d'un côté, elle coupait les ponts, mais ensuite ma grand-mère la faisait trop culpabiliser et du coup, elle y retournait et là, au moment où elle est décédée, elles étaient dans une période,
où, justement, où suite à sa thérapie, ma mère avait essayé d'aborder avec sa mère des choses, difficiles de son enfance. Je sais pas à quel point, je sais pas exactement ce qui s'est dit, mais ça, ma mère me l'avait raconté, qu'elle avait eu une vraie conversation, avec sa mère et que sur le moment, elle s'était sentie, écoutée et comprise et en fait, 2 semaines après, ma grand-mère la traitait à nouveau, comme un objet, comme sa chose et ça, c'était un désespoir, infini, que ma mère ressentait d'être bloquée avec cette personne et de n'avoir qu'elle au final, puisque son père était pas présent, quoi. Je me sens très bizarre, en lisant les journaux, déjà parce que, je me rends compte que ma mère, ça a été une jeune fille et ça, c'est quelque chose à laquelle on pense pas trop. Enfin, moi, j'ai toujours vu ma mère comme ma mère et pas ma mère comme quelqu'un qui, un jour, a eu 20 ans et dans les journaux, il y a quand même beaucoup de choses, assez futiles de, ses petits amoureux, ses copines, la fac, et du coup, ça me fait un peu un pincement au cœur de me dire: «Mais comment on passe de ça à 30 ans après, se tuer?» Quand j'ai commencé la lecture des journaux, je cherchais des indices que le suicide déjà était quelque part et tout ce que je trouve, c'est, boire un verre et faire la fête et je suis face à une version de ma mère que j'ai jamais connue. Après avoir commencé le travail de thérapie de couple, ma mère s'est rendue compte qu'elle avait aussi besoin d'avoir un espace personnel et donc moi, je l'ai beaucoup encouragée à aller faire une thérapie, toute seule parce que, c'est pas la même chose qu'une thérapie, de couple, bien évidemment. Elle a pris le premier rendez-vous, disponible, avec une psy, donc je savais juste, c'est là qu'elle travaillait, sa relation à sa mère, mais j'en savais pas plus. Mon père nous avoue que, quelques mois auparavant, ma mère lui avait raconté que, dans le cadre de la thérapie qu'elle suivait avec, une psychologue, elle a fait, de l'EMDR. C'est une méthode, utilisée beaucoup dans le traitement, des traumatismes. Enfin, les personnes qui font de l'EMDR vivent des choses traumatiques qu'ils ont vécues en boucle jusqu'à ne plus ressentir, les émotions qu'ils ressentaient, au moment des faits. Ça a mené à une, levée d'amnésie traumatique. Elle avait été, victime d'abus sexuels de la part du compagnon de sa mère quand elle avait 16 ans. C'est quelque chose qu'elle avait raconté seulement à 2 personnes, donc mon père et une de ses amies et quand elle leur en avait parlé, mon père était, en colère, et ma mère était plus dans une position de, «Je suis contente de savoir ça sur moi et ça m'aide à aller de l'avant». Et ça a été, une énorme pièce du puzzle parce que, quand on connaît les chiffres, de suicide chez les personnes victimes d'inceste, on sait bien que malheureusement c'est pas que quelque chose qui aide à se connaître, mais que ça peut avoir des très grandes, répercussions. Donc quand mon père me raconte, ce que ma mère, lui a avoué, il y a quelques mois, moi je tombe des nues parce que j'avais aucune idée, qu'elle ait pu vivre quelque chose comme ça. Mais je suis surtout très étonnée de la manière dont la levée d'amnésie a eu lieu et que ce soit justement dans le cadre d'une thérapie qui, la suite des événements a montré, qui n'a pas été suffisamment contenante, n'a pas été suffisamment bonne pour faire émerger ce genre de choses. On ne comprend pas qu'elle ne l'ait pas vu venir, étant donné que, ma mère avait arrêté sa thérapie avant l'été et avait refait une séance en fait avec, cette psychologue la semaine avant son passage à l'acte. Je suis très en colère, j'ai l'impression que la psy a fait n'importe quoi et oui, je trouve ça très grave en fait, de laisser, un patient arrêter sa thérapie après une révélation comme ça et donc mon père, mon frère et moi, on prend rendez-vous avec cette psychologue et on va la rencontrer. On arrive dans la salle d'attente et là, on voit, plein de cartes de visite et d'affiches et de choses, très liées,
à l'ésotérisme, aux médecines douces, mais on se demande à quel point, c'est lié aussi avec, l'intérêt, soudain de ma mère, pour tout ça. Ça me met pas très en confiance sur quel genre de psy ça va être, mais j'essaye de garder, l'esprit ouvert et de me dire que, ma mère, elle avait choisi cette personne-là et donc que je dois respecter ça et cetera. Donc elle nous reçoit, elle nous présente ses condoléances et assez vite, on entre dans le vif du sujet où, elle a pas le droit de nous dire grand-chose pour des raisons, de secret professionnel, mais on lui demande quand même, comment ça s'est passé la levée d'amnésie, comment allait ma mère, pourquoi elle avait arrêté la thérapie, pourquoi elle est revenue une semaine avant son décès. On se rend compte que la psychologue, on voit bien qu'elle manque, d'empathie, qu'elle a pas grand-chose à nous dire. On a l'impression qu'elle a aucun recul, aucune réflexivité sur, ce que ma mère pouvait lui dire. Tout le travail de psy, c'est de prendre du recul par rapport à ce que le patient se dit et de comprendre, pourquoi il fonctionne de la manière dont il fonctionne et cetera et j'ai l'impression qu'il y avait pas du tout ça. Elle était juste très collée à ce que ma mère lui disait. Là où je trouve que la psy est nulle, c'est que, elle l'a laissé, comme ça, quoi et ça, je trouve que c'est inadmissible et très dangereux. Quand même, si on rappelle les dates, ma mère avait 53 ans au moment de son décès, 16 ans au moment des faits. Ensuite, elle a fait genre peut-être, 2 mois de thérapie avant d'arrêter, après la levée d'amnésie. Enfin, c'est pas suffisant en fait pour digérer quelque chose d'aussi énorme et d'aussi grave. On peut pas juste, passer à autre chose, enfin c'est trop. On en ressort, tous les 3 vraiment, déçus et en même temps, ça nous apporte une pièce du puzzle aussi parce qu'on se dit que en plus d'aller super mal, elle a été super mal prise en charge et la psy lui a fait faire de l'EMDR alors que c'était pas du tout adapté avec sa demande, qu'elle l'a un peu, laissé avec son trauma, retourner dans le monde et c'est pas possible de survivre comme ça, en fait. La prochaine étape après avoir vu la psy, c'est de parler à ma grand-mère parce que après tout ce que j'ai appris, j'ai besoin de savoir si elle savait. Ou en tout cas, j'ai besoin de lui dire. Parce que depuis, le décès de ma grand-mère dit que des choses fausses et très méchantes sur mon père. Ou voilà, elle dit que ma mère s'est tuée parce que mon père la rendait trop malheureuse, que, elle aurait été mieux si elle avait jamais rencontré mon père et cetera. Et ça, déjà, c'est faux et donc ça me blesse énormément. Mais en plus, le fait qu'elle soit incapable de reconnaître sa culpabilité, ça me met dans une colère parce qu'il y a déjà sa culpabilité, elle, en tant que mère, d'avoir été une mauvaise, et défaillante, mais en plus de ne pas avoir été là pour défendre ma mère qui n'était qu'une enfant face à son compagnon à elle, qui était un adulte. J'ai pas du tout envie de la voir, donc j'appelle ma grand-mère pour lui raconter que ma mère a eu une levée d'amnésie traumatique, qu'elle a été violée par un de ses compagnons à elle. Ma grand-mère a eu une vie, amoureuse assez chaotique, donc elle a eu et enchaîné plusieurs compagnons. Mais la première chose qu'elle me dit, c'est: «Est-ce que c'était?» et elle me donne un nom. Et ensuite, elle revient dans un mouvement plus de déni où elle me dit: «Non, ça n'a jamais eu lieu» et cetera. Et après je lui dis: «Mais tu viens de me donner un nom, donc c'est que tu sais très bien ce qui s'est passé, tu sais très bien de quoi je parle puisque tu m'as donné un nom». Mon père, qui est à côté de moi, me dit: «Oui, c'est cette personne-là». Ma grand-mère, finit par me raconter qu'en effet, quand ma mère avait 16 ans, ma grand-mère qui en avait 45 sortait avec un homme qui était plus jeune qu'elle et que, elle avait fini par rompre avec cette personne parce qu'elle se posait des questions sur le lien que ma mère avait avec lui. Et donc moi, je me rends compte qu'elle savait. Qu'elle savait quand ça a eu lieu et qu'elle a su toute sa vie pendant que ma mère était dans le déni et qu'elle a jamais rien fait pour la protéger et ça me met dans une rage
Et elle-même, elle fait que des allers-retours entre oui, c'est vrai et non, non, ça n'a jamais eu lieu, je ne suis responsable de rien, je n'étais au courant de rien. Alors que si elle a dit un non dès le début, c'est bien sûr qu'elle était au courant ou au moins qu'il y avait au moins une partie d'elle qui était consciente de ce qui était en train de se passer. Ma grand-mère n'est pas du tout consciente d'elle, le mal qu'elle a fait à ma mère toute sa vie. Elle dit qu'elle a toujours été une très bonne mère, qu'elle a toujours été là pour elle, elle a rien à se reprocher. Ce déni me met en colère et en même temps, je comprends pas 100 le fonctionnement psychique de ma grand-mère et donc je me rends pas compte d'à quel point c'est volontaire ou si vraiment c'est ce qu'elle croit dur comme faire et donc je peux pas lui en vouloir si c'est juste, la psychose qui parle quoi. Mais dans tous les cas, je sais que c'est faux et j'essaye plusieurs fois de lui faire comprendre que c'est faux, de lui montrer des exemples et en fait, elle ment. J'en profite pour lui dire aussi, tout le mal qu'elle a fait à ma mère, que c'est des choses que ma mère me racontait, mais aussi que j'ai lues dans ses carnets et après ce moment-là, j'ai plus jamais parlé à ma grand-mère. Je coupe les ponts avec ma grand-mère, parce que j'ai l'impression de le devoir à ma mère pour sa mémoire et que je fais ce qu'elle, elle a jamais été capable de faire, mais aussi pour moi parce que je suis terrifiée d'à quel point c'est possible d'être méchant et d'être une mauvaise personne et je veux pas ça dans mon entourage et ça me terrifie, en fait. Il y a un côté, trouble psychiatrique et j'en suis consciente de, voilà, elle est pas dans la même réalité que nous, elle est très défendue, mais en même temps, elle est profondément méchante et elle est capable de dire des choses profondément blessantes, même si elles sont fausses. C'est pas ce que je veux pour ma vie future. Après ce premier état de choc, qui dure pendant quelques semaines, pendant lequel, j'arrive pas à croire que ma mère soit décédée, l'idée du décès de ma mère va prendre, de plus en plus de place dans ma vie. Je suis obsédée par ça, je pense qu'à ça. Le reste de ma vie n'existe plus et ça me met dans un état de désespoir où, j'ai beaucoup de difficultés, à prendre soin de moi, à me nourrir, à dormir. J'ai dû, retourner voir, une psychiatre, reprendre un traitement antidépresseur. Dans un premier temps, le manque est insupportable où c'est absurde de vivre en plus, dans cette maison dans laquelle elle vivait, dans laquelle c'est elle qui a tout décoré. Elle est partout et en même temps, elle est plus là. Je passe par des phases de colère où je suis en colère, contre ma grand-mère beaucoup, contre la psychologue, contre le violeur, mais aussi, contre moi-même de rien avoir vu alors que je viens de finir mes études pour être psychologue. Je me dis que j'aurais dû voir les choses venir et voilà, je m'en veux beaucoup d'avoir été, aveugle et des phases d'incompréhension où je cherche des réponses que je n'aurais pas et voilà, au final, le fait d'être, très bien entourée, le temps qui passe, le fait d'avoir ce temps où moi j'ai pas d'obligation, contrairement par exemple à mon petit frère qui est encore étudiant. Moi, je suis dans une phase de vide et ça me fait du bien de pas avoir cette obligation de retourner à la vie et je peux prendre, le temps dont j'ai besoin pour me remettre, tout simplement. Ça commence à aller mieux quand je commence à comprendre, en fait, la complexité du suicide. Je me rends compte que c'est pas ma faute, c'est pas la faute de mon père, c'est pas la faute de mon frère, c'est pas la faute de ma grand-mère. La culpabilité, elle est au-delà des individus, dans un système qui ne protège pas les enfants des violences sexuelles, qui ne protège pas les enfants des parents psychotiques. Ma grand-mère, elle-même, elle était dépassée par sa maladie et elle s'est retrouvée à devoir élever un enfant seul. La faute, elle est plus grande que ça et c'est vraiment tout le système, de comment on prend soin les uns des autres dans une communauté qui est à revoir et ça, c'est un truc qui m'a fait du bien, en fait, de me dire que on n'aura jamais la réponse de pourquoi elle est passée à l'acte à ce moment-là. On a toutes nos hypothèses et si c'était elle qui parlait à ma place aujourd'hui, elle dirait peut-être des choses très différentes. Donc j'arrive à un point où, tout ce que j'ai appris sur ma mère, depuis son décès, me permet de mieux la comprendre, elle, et de mieux comprendre aussi son geste et de dépasser l'état d'incrédulité, dans lequel j'étais au début
les éléments que j'ai me paraissent suffisants pour expliquer son geste, même si c'est peut-être pas les réels, c'est ceux qui font du sens pour moi et c'est ça qui est assez insolite, je pense, dans le deuil, suite au suicide, c'est qu'on n'aura jamais les réponses. Ma mère, elle a pas laissé de mots, donc on saura jamais ce à quoi elle pensait quand elle est passée à l'acte, quelles étaient ses raisons et en même temps ce qui fait le plus de bien, c'est d'accepter qu'on n'aura pas cette réponse-là, d'arrêter de courir après quelque chose qu'on n'aura jamais. Quelque chose qui m'impressionne énormément, avec, tout ce que j'ai appris d'elle, c'est, la personne qu'elle a été, enfin les personnes qu'elle a été, comment elle a évolué en tant que personne, en partant d'une mauvaise base où elle a été une enfant, maltraitée, mal aimée. Personne ne lui a appris à aimer correctement et le fait qu'elle, elle ait quand même voulu créer une famille et qu'elle ait créé une famille magnifique où mon frère et moi, on a été aimés de la meilleure des manières, on a été aimés inconditionnellement, c'est le plus grand cadeau que la vie nous a fait. C'est super dur à expliquer, mais il y a quelque chose de magique dans la capacité qu'elle a eue de nous aimer aussi fort. Ça aurait été possible que ma mère reproduise tout ce qu'elle a toujours connu et ça a pas du tout été ça la manière dont nous, on a grandi. Hyper souvent, je pense à des détails, des choses qu'elle faisait, par exemple, pour nos anniversaires ou juste comme ça, et je me dis: «Mais oui, en fait, c'était tellement d'amour, mais comment elle a appris à aimer comme ça? D'où ça venait en elle, alors que c'est pas quelque chose qu'elle a eu, elle, quand elle était enfant?» Une des raisons pour lesquelles, j'ai envie de continuer à parler d'elle et c'est justement parce que au delà du suicide, elle a été quelqu'un et elle a été quelqu'un d'extraordinaire et j'ai pas envie qu'elle soit réduite à ça et c'est super dur, pour moi d'avoir perdu ma mère comme ça et en même temps, j'ai été tellement chanceuse de l'avoir comme mère, de grandir avec elle, d'être aimée par elle et ça, c'est quelque chose qui est toujours vivant et qui mourra jamais parce que moi, dans ma manière d'être, dans ma manière d'aimer, il y a tout ça et c'est vivant et c'est là dans ma relation avec mon frère, mais aussi dans ma relation avec des inconnus qui ont jamais rencontré ma mère. C'est ça qui rend ma vie aussi belle aujourd'hui, malgré le deuil, malgré la perte. J'ai l'impression que ma vie, elle a été divisée en 2 actes. Il y a eu le premier acte, la partie de ma vie où ma mère était vivante et le deuxième acte, la partie où justement je me suis, reconstruit, j'ai commencé à sortir, la tête de l'eau, on va dire et entre les 2, il y a eu l'entracte, ce temps du deuil où, voilà, c'était un moment où, bah, je suis restée vivre, avec mon père et mon frère dans la maison familiale. Il y avait pas trop de cadre d'espace-temps dans le sens où, bah, je travaillais pas, j'étudiais plus, j'étais dans cet entre-deux où j'avais rien d'autre à faire que vivre mon deuil. Dans ce premier acte, c'était un peu, mon enfance, même si j'avais 23 ans, au moment de son décès. Et au deuxième acte, il y a un changement de personnage. Déjà parce que ma mère est plus là, même si elle est toujours là dans ma tête, dans mon cœur, elle est plus là en chair et en os. Et aussi tous les changements qui ont eu lieu en moi. Moi, je suis plus la même personne, je suis plus le même personnage. Le changement du décès de ma mère, ça a été que le début du changement et en fait, ça a amené à plein d'autres petits changements, et pas forcément des choses négatives, quoi. Je suis pas du tout la même personne qu'avant le décès de ma mère et pourtant toutes les bonnes choses qu'elle m'avait inculquées, elle me les a inculquées, avant de décéder. Mais c'était tellement dur de la perdre, c'est tellement dur de vivre sans elle que ça me donne une sorte de force et en même temps d'exigence de la vie où, parce que je dois vivre sans ma mère,
je décide qu'il faut que la vie, elle soit super belle pour compenser ça un peu, quoi. Ça a été super dur, mais il y a eu un gros tri dans mes amitiés après le décès de ma mère parce que du coup, mes standards ont vraiment augmenté. Enfin, ça me fait me rendre compte d'à quel point la vie, c'est précieux, d'à quel point la vie, on n'en a qu'une et c'est des choses super clichés à dire sur le deuil, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai pas du tout envie de la perdre, dans des relations où on me prend pas à ma juste valeur ou dans un mauvais travail. J'ai envie de perdre aucun moment, aucune minute à faire des choses nulles. Avant le décès de ma mère, j'allais plus facilement, m'écraser et maintenant j'ai tout le temps la tête haute et je sais très bien ce que je veux et je sais très bien ce que je mérite et je me laisse plus du tout faire. C'est super contradictoire de me dire qu'il y a eu quelque chose d'aussi positif qui est venu du décès de ma mère et pendant longtemps, ça m'a fait ressentir beaucoup de culpabilité et en même temps, je me dis: «Bon, dans tous les cas, je dois vivre, sans ma mère, donc autant en faire, quelque chose de plus positif possible ou en tout cas en tirer du positif, même si c'est absurde de tirer du positif de quelque chose d'aussi grave». J'ai l'impression d'avoir, grandi de 300 ans d'un coup et il y a un grand décalage maintenant entre moi et les personnes de mon entourage. Il y a aussi le décalage de, comment on est perçu quand on est, au début de sa vingtaine et qu'on a perdu un parent et déjà, c'est tellement un tabou, la mort des parents, même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, enfin, on veut pas penser à la mort de nos parents, ce qui est normal, hein et du coup, moi, j'ai beaucoup de mal aussi à le dire. Mes amis très proches le savent tous, bien évidemment, même mes amis, mais quand je rencontre une nouvelle personne, je sais jamais, à quel moment je dois dire ça ou si je dois le dire ou pas. Et c'est ça qui est très dur aussi, c'est que du coup, je peux presque pas parler d'elle parce que si je parle d'elle, on va me demander ce qu'elle fait et je peux pas dire qu'elle est morte, quoi. Et c'est dur le deuil pour ça aussi, c'est que c'est solitaire de garder avec soi toute son histoire. J'ai pas du tout envie, qu'on me regarde avec pitié et ça me met dans une position dans laquelle moi je suis pas aujourd'hui. À la fois, j'ai l'impression que c'était hier parce que tout est encore super frais dans ma tête, justement le choc, et en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas vu ma mère depuis 10 ans, quoi. Enfin, ça me paraît super loin et en plus, comme ma vie a beaucoup changé depuis, où du coup, je suis entrée dans l'âge adulte, enfin forcément, c'est pas du tout la même vie, c'est trop bizarre aussi. Enfin, je suis dans une vie dont elle n'a jamais fait partie. Par exemple, j'habite dans un appartement qu'elle a jamais visité et du coup ça crée encore de la distance, au moment où j'arrivais pas à imaginer vivre sans ma mère, j'arriverais pas à me dire qu'un jour, par exemple, je serai un peu, une petite adulte et que j'aurai mon appartement, que j'aurai ma vie construite, en fait, sans ma mère. J'arrivais même pas à me dire qu'un jour j'arriverais à pratiquer mon métier de psychologue. C'était inimaginable pour moi, tout ce que je vis maintenant. Le deuil, c'est quelque chose qui est ambivalent et qui est contradictoire. À la fois, c'est un peu, le commun, de l'aventure humaine où, voilà, bien sûr, on aime des gens et après ils décèdent et en même temps, c'est la chose qui nous rapproche le plus de la vie. En fait, c'est ça qui est assez fou. Tous les trucs clichés sur le deuil, ils sont vrais, mais bien sûr qu'il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, bien sûr que le temps aide, on ressent plein de choses super négatives, super contradictoires, et en même temps, c'est un moment où on grandit énormément. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 322, un témoignage recueilli par Zoé Neubois. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert.
2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.